Bonsoir et bienvenue dans le sillage du 9e Forum mondial de l'eau qui tient à Dakar sur le thème de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Le point reçoit ce soir un acteur majeur de l'eau dans les pays que sont la Guinée, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Lui, c'est Ahmed Diané Séméga, haut-commissaire de l'OMVS au Sénégal. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes le haut-commissaire de l'OMVS au Sénégal. Vous venez de recevoir le prix Hassan II dans le sillage du 9e sommet, du 9e Forum mondial de l'eau à Dakar. Rapidement, un débrief sur ce prix que vous venez de recevoir. Qu'est-ce que cela traduit selon vous? C'est la reconnaissance d'un mérite, celui des pères fondateurs de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, organisation créée le 11 mars 1972 pour promouvoir justement la coopération autour des eaux du fleuve Sénégal. Mais c'est aussi le mérite de leurs successeurs à la tête de nos États. Parce que si l'OMVS aujourd'hui est primée, c'est que pendant 50 ans, elle a donné au monde l'exemple unique d'une gestion partagée à partir d'un consensus sur la gestion des eaux du fleuve Sénégal. L'OMVS, c'est 4 pays, c'est le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Mauritanie. Oui, ce sont ces 4 pays qui aujourd'hui forment cette grande famille qui a été primée, comme vous le dites, par la plus grande récompense qui existe aujourd'hui dans le secteur de l'eau. Le prix Hassan II, prix qui porte, comme vous le savez, le nom d'un grand souverain panafricaniste qui a marqué son temps de son empreinte indélébile, qui a transformé le Maroc aujourd'hui en une puissance agricole en Afrique et dans le monde. Et donc pour nous, la reconnaissance de ce mérite de nos États, par l'exemplarité de leur coopération, nous donne aujourd'hui la mission lourde, la lourde mission d'être à la hauteur de cette espérance. Parce que c'est une espérance, l'OMVS. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi qui a été scellé par nos pères et qui a été réaffirmé par les chefs d'État. Je le répéterai chaque fois que cela sera possible, parce que c'est cela l'exemplarité. C'est la volonté politique qui a inspiré cette création. Et c'est ce qui fait que la coopération se déroule sans problème. C'est un héritage un peu vieux de près de 50 ans aujourd'hui que le Sénégal a l'insigne honneur d'abriter. Vous saluez également ce pays qui abrite et qui joue un rôle important dans le partage de ces jours qu'on a en commun. Oui, je voudrais, si vous me permettez, d'abord saluer le Sénégal, vraiment, et son président, pour le leadership qui lui vaut aujourd'hui d'accueillir le 9e Forum mondial de l'eau. Vraiment, en tant qu'Africain, je suis fier. C'est le Forum mondial de l'eau, mais je crois que c'est le Forum africain, d'abord de l'eau, au cœur de ce Forum mondial. Et je suis fier d'être Africain aujourd'hui quand je vois qu'à 3 jours après le début de cet important événement, on peut dire déjà que le succès est au rendez-vous. Et ça n'était pas donné d'avance, parce que mobiliser autant de ressources avec les contraintes aussi lourdes et le réussir après une pandémie qui a laissé ses marques, je voudrais vraiment tirer mon chapeau ici au Sénégal, au peuple du Sénégal, dont la légendaire Teranga est connue de tous. Mais je pense que le Sénégal a démontré ici qu'un pays qui se donne les moyens d'exister sur la carte du monde, la carte diplomatique, surtout la diplomatie de l'eau, s'il s'en donne les moyens, il peut y arriver. Et aujourd'hui, on est là et je voudrais vraiment saluer le Sénégal pour ce leadership. Et pour vous, c'est un pays qui peut aujourd'hui prêcher par l'exemple de ce qu'il abrite aussi l'OMVS et reste un acteur clé? Absolument. C'est d'ailleurs, je crois, un des arguments majeurs au soutien de la candidature du Sénégal pour abriter le Forum mondial de l'eau. Parce que le Sénégal abrite à la fois l'OMVS, mais également l'OMVG. L'OMVG qui a été du fleuve Gambie, qui a été créé, je crois, 8 ans après l'OMVS, et qui marche sur les traces de l'OMVS, et qui aujourd'hui également démontre par la solidité de ces textes, par la volonté politique très forte des chefs d'État de cet ensemble-là, que quand on veut, on peut. Et donc, surtout dans la coopération sur les eaux transfrontalières, la gestion des eaux partagées d'un cours d'eau international, c'est extrêmement conflictuel. On le voit un peu partout au monde. Et donc, le Sénégal donne l'exemple, vraiment, d'abord par sa très grande ouverture. C'est le Sénégal qui abrite notre siège. C'est le Sénégal qui impulse, on va dire, cette envie, cette volonté d'être chaque fois à l'écoute de l'autre, et relayé en cela par la Mauritanie, qui joue un rôle extrêmement important, un rôle moteur d'ailleurs aussi, et avec les 2 autres pays qui sont amont,
le Mali et la Guinée, et chacun ayant cette particularité. Le Mali aussi qui abrite des barrages. Exactement, qui est une partie du haut bassin. Absolument. Parce que si l'eau arrive jusqu'à l'embouchure à Saint-Louis, elle vient de quelque part, elle vient du haut bassin. C'est les pluies qui sont recueillies en Guinée, dans le massif du Fouta-Djallon et au Mali. Ce sont ces eaux-là qui ruissellent. Voilà, qui ruissellent pour arriver jusqu'à la mer. Donc, chaque pays de notre organisation joue un rôle moteur. Mais avec la montée en puissance des usages, vous savez, la démographie augmente, Absolument. les besoins en développement également. Mais malgré ce défi lié à la montée en puissance des usages et de la démographie, il n'y a pas de problème particulier en ce qui concerne la gestion des eaux, parce que nous nous sommes donnés, dès la naissance de l'organisation, des outils pour prévenir les conflits, des outils pour gérer dans la transparence totale cette eau-là, pour en faire un levier de développement économique. Et je crois que c'est ce que la communauté internationale reconnaît aujourd'hui. Je voudrais vraiment saluer, à travers l'opportunité que vous me donnez, le jury du prix Roi Hassan II, qui a fait confiance à l'OMVS, vraiment pour lui donner ce prix-là, pour récompenser les efforts de ses États membres. Ça n'était pas gagné d'avance parce qu'il y avait beaucoup de compétiteurs, mais la qualité de l'exemple, j'allais dire, l'esprit de l'OMVS a prévalu. Et l'esprit de l'OMVS, c'est l'esprit d'une coopération qui est fondée sur le socle de la solidarité, qui lui-même est en référence au socle de et qui transcende beaucoup d'intérêts que peut-être les États pourraient être amenés à avoir chacun en ce qui le concerne. Exactement. Et c'est ça la beauté du modèle de l'OMVS. Je viens de m'entretenir avec le ministre soudanais, avant lui avec le ministre de l'Égypte, qui aujourd'hui ont des problèmes avec l'Éthiopie. C'est des gens qui viennent vous voir pour s'inspirer du C'est des gens qui viennent nous voir, et de plus loin d'ailleurs, jusqu'en Asie centrale, pour venir s'inspirer de l'exemple de l'OMS, pour d'abord s'en émerveiller. Et tout comme le jury l'a dit, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le thème de ce 9e Forum mondial, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, je pense que l'OMS l'a démontré d'abord par sa durabilité, par on va dire, sa longévité. Parce qu'il y a 50 ans que cette organisation existe. Malgré les péripéties, comme vous le savez, et les circonstances, ça et là, les difficultés, ça et là, c'est une organisation qui marche à l'unisson. Il n'y a jamais de faux accords. Et aujourd'hui, je pense que c'est cela qui est récompensé. C'est à l'honneur du Sénégal, c'est à l'honneur de notre pays. Vous touchez du bois. Vous êtes salué aujourd'hui à travers le monde. Vous faites l'objet de beaucoup de satisfaits. Avec ce prix-là, ne serait-ce pour le citer, quel est, fort de ça, la place que vous revendiquez aujourd'hui parmi les organes de bassin à travers le monde? On rappelle qu'il y en a un peu plus de 136. Bon, nous ne revendiquons pas de place particulière, mais c'est la communauté internationale qui reconnaît notre place. Et je crois que le prix mondial de l'eau est un exemple. Parce que c'est le seul grand prix mondial de l'eau. Et comme je l'ai dit, moi je m'enorgueillis de cela, parce que c'est un prix qui porte le nom d'un souverain panafricaniste et financé par le roi Mohamed VI du Maroc pour l'eau, mais sous l'égide du Conseil mondial de l'eau. Et le jury, il est international. Et cette année, il y a eu plus de 118 compétiteurs venus de partout avec des institutions très prestigieuses, dont je tairai le nom ici. Mais à l'unanimité, le jury a décidé que c'est l'OMVS. Et avant, en 2015 et en 2016 encore, l'OMVS avait été classé, là, ça n'était pas bien connu, par un think tank indien qui s'appelle Strategic Foresight Group, dont le métier, c'est cela, c'est-à-dire observer la coopération autour des bassins frontaliers dans le monde et classer selon un quotient la coopération. Eh bien, par 2 fois, en 2015 et en 2017, l'OMVS a été classé comme le premier organisme mondial de bassin en matière de coopération. Donc, l'OMVS, c'est véritablement une success story africaine. Et là, comme je l'ai dit, et je le rappellerai, chaque fois que de besoin, nous le devons à la volonté de nos États et à la volonté des chefs d'État. Je vais vous faire encore une fois ce rappel historique que je fais chaque fois. Parce que si on oublie d'où l'on vient, il est fort à craindre que l'on se perde en route. L'OMVS est venu, comme je vous l'ai dit, à la suite de sécheresse très très rude à l'époque, dans les années 70. Sécheresse qui a décimé le bétail, déclenché une vague migratoire incroyable et sémé la désolation partout dans le bassin.
Et nos chefs d'État à l'époque, plutôt que de se morfondre, ont décidé de conjurer le sort, ont décidé de se battre, comme le dit l'adage, plutôt que de maudire l'obscurité, il faut allumer une bougie. Ils ont allumé la bougie de l'espoir en se disant, nous avons un don de Dieu, qui est le fleuve Sénégal. Maîtrisons les eaux de ce fleuve-là pour nous en servir comme levier de développement, pour développer l'agriculture, atteindre la sécurité alimentaire et faire de la faim vraiment quelque chose que l'on oublierait au niveau de notre bassin. Donc c'était ça à la base. Mais avant cela, il y a une expérience malheureusement qui n'a pas vécu longtemps, c'est celle de l'ORS, l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal. Là, de là est partie la flamme qui a été ravivée en 1972 par la création de l'OMS. Parce qu'en 1968 déjà, avec un mandat un peu plus large qui couvrait même la formation, la culture, l'ORS regroupait la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Nos pères, le président Feu Ahmed Sékou Touré de Guinée, Modibo Keïta, Léopold Sédar Senghor et Mokhtar Ould Daddah, ont fait le voyage périlleux à l'époque de l'Abbé. Ils sont allés au cœur du Fouta Djallon. Allez-y voir le chemin qu'ils ont parcouru. Et vous comprendrez la volonté qui les a poussés à y aller. Il fallait avoir une foi ardente dans la capacité de se mettre ensemble pour aller jusque-là et dire à la face du monde que nous unissons nos efforts, nous construisons un destin commun autour du fleuve Sénégal. Moi, j'y suis allé et depuis, je vous assure que l'OMS gagne des prix ne me surprend pas. Ce qui est difficile aujourd'hui, je pense, c'est de mesurer le chemin et de se rendre compte de la difficulté que ces hommes d'État-là avaient à affronter dans une période où leur voix n'était pas entendue. Voilà pourquoi l'OMS continue à inspirer. Et qui fonde aujourd'hui votre engagement. 50 années sont passées. Si on devait jeter un regard dans le rétroviseur aujourd'hui en termes d'infrastructures, en termes de projets, quel est le bilan que vous pouvez tirer justement de cette existence de l'organisation? Un bilan satisfaisant, même si le rythme de mise en œuvre du programme d'infrastructure est lent. Mais c'est un rythme qui dépend de la capacité de mobilisation de nos États, qui, comme vous le savez, souffrent beaucoup des conditions des prêts qui sont octroyés à nos États, à cause, bien sûr, de la situation économique. Donc, c'est un serpent de mer, en réalité. Malgré cela, l'OMS a pu quand même mettre en œuvre un programme d'infrastructure qui fait aujourd'hui que le bassin est transformé, qui fait aujourd'hui que les objectifs de base qui étaient recherchés, ces objectifs sont presque atteints. Il y avait à la base, comme je vous l'ai dit, l'atteinte de la sécurité alimentaire. C'est le déclic. C'est à la suite de cette année de sécheresse. Conjurer le sort, nos pères se sont dit, assez, c'est assez, allons trouver les financements, construisons des ouvrages, maîtrisons l'eau, ça se fait pas tout au monde, faisons-le ici, nous avons le fleuve Sénégal. Ils ont construit le barrage de Diama en 82. Avant le barrage de Diama, la remontée de la langue salée faisait que jusqu'à Podor, pratiquement, il était impossible d'avoir une ambition pour une agriculture digne de ce nom. Absolument. Alors, le fait d'avoir créé Diama a rendu l'eau moins saline, moins salée, et par conséquent, plus propre à la culture, à l'agriculture. Et ce qui fait aujourd'hui qu'avec la combinaison avec Manantali, qui a été construit en amont, n'est-ce pas, sur le Bafi, on a créé les conditions d'une disponibilisation de l'eau en permanence pour faire que l'agriculture irriguée ait du sens. Et aujourd'hui, dans la vallée, l'ambition est très forte au niveau du Sénégal de développer cette capacité en Mauritanie également. Donc ce premier volet infrastructurel a atteint son objectif. On va dire, ce qui reste aujourd'hui, c'est que la capacité d'aménagement suive, mais aussi, surtout la capacité de mise en exploitation des surfaces déjà aménagées. Mais là, il y a le problème du foncier, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais aujourd'hui, nous, notre mission... Ce qui vous concerne, vous êtes en train de jouer votre partition. Nous l'avons fait. Le deuxième programme, c'était le programme de production d'hydroélectricité. Et ça également, l'accroissement de l'offre électrique dans nos États a été largement, je veux dire, atteint cet objectif-là. Parce que Manantali, qui est un barrage à but multiple, qui permet justement de permettre l'irrigation, de permettre la navigation et d'améliorer suffisamment la qualité de la ressource disponible. Donc ce barrage-là produit l'électricité, qui permet aujourd'hui à Dakar, dans une moindre mesure que le Mali et la Mauritanie,
d'avoir une électricité propre et une électricité peu chère. Et plus tard, d'autres projets que l'on appelle des projets de seconde génération pour l'accroissement de l'offre électrique ont été réalisés. Le barrage de Felou, par exemple, en 2013, et le barrage de Gouina, dont le premier moteur tourne et a commencé à débiter, comme par un signe du destin, le jour de la célébration du 50e anniversaire de l'OMS. Ah ouais. Et donnant raison à nos chefs d'État, vraiment sur le choix stratégique qu'ils avaient pris de faire en sorte que vraiment les programmes d'infrastructure de l'OMS créent un effet de levier sur le développement économique. Parce que sans l'électricité, il est illusoire de penser à un développement économique. Sans l'atteinte de la sécurité alimentaire, c'est aussi illusoire. Donc, il restait le troisième programme, le plus structurant, j'allais dire, qui donne du sens à l'ensemble de ces deux programmes. C'est le programme de la navigabilité du fleuve Sénégal. Parce qu'il faut rendre le fleuve navigable de Saint-Louis, qui est l'embouchure, sur 905 km jusqu'à Ambidedi, à 40 km de Caille, pour redonner de la vitalité à des villes qui sont connues pour leur dynamisme économique, comme Podor, comme Matam au Sénégal, comme Kaskas et d'autres en Mauritanie, Bakel, Caille par exemple. Et tout ça n'est possible que si ce fleuve-là, qui est un véritable vecteur de communication, les colonisateurs l'ont utilisé, hein, et aujourd'hui nous avons restauré la navigation saisonnière. Ça veut dire qu'après les études que nous avons faites, le balisage qu'on a fait du chenal navigable, en période de haute eau, il est possible aujourd'hui, et nous l'avons démontré il y a juste un an, de transporter des tonnages importants quand même. Plus de 6 000 tonnes ont été transportées sur une barge pour aller de Saint-Louis jusqu'à Ambidedi. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller au-delà de l'objectif, c'est que prendre des bateaux lourds. Mais seulement pendant toute l'année. Ouais. Il s'agit de rendre cette navigation pérenne. J'ai parlé de la navigation saisonnière qui se déroule seulement pendant la période des hautes eaux, pendant l'hivernage. Aujourd'hui, il faut draguer le chenal navigable et nous sommes dans un projet qui vraiment avance bien en termes de finalisation des études, tout est fini. En termes de mobilisation des financements, nous sommes en plein là-dedans. Et ce projet va transformer l'embouchure, par exemple, Saint-Louis. Et va transformer Ambidedi, qui est le terminus, et va transformer entre les deux rives les escales qui vont être réalisées. Donc voilà un peu le programme infrastructurel. Et j'ai dit, le rythme de mise en œuvre est lent, conditionné par la capacité de mobilisation qui est... Parce que c'est ça le problème majeur, la mobilisation des ressources. C'est laissé au pouvoir des États toujours, voilà. Ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez la possibilité d'aller de financer vous-même? Ce sont les États qui s'endettent et qui rétrocèdent la dette à la SOGEM. Il faut dépasser ce stade. Nous sommes aujourd'hui capables de le dépasser et nous y travaillons. Les États nous ont donné mandat de conduire une réforme institutionnelle avec à la clé un mécanisme d'autofinancement. C'est possible parce que nous générons de la ressource financière, des revenus. La SOGEM, qui est la société de patrimoine du système, à travers la commercialisation, passez-moi ce mot, de l'électricité de Manantali, de Felou et de Gouina, paye la dette à la place des États, parce qu'ils lui ont rétrocédé la dette, mais également est aujourd'hui capable de faire une ingénierie financière pour lever des financements plus importants pour faire face aux autres investissements. Il a fallu du temps pour y arriver. Cette année, par exemple, la SOGEM a commencé, la société de gestion de l'électricité de Manantali, SOGEM, a commencé à payer des dividendes aux États. Et la SOGEM prouve par là qu'elle est bien gérée. Elle produit un bénéfice. Elle paye la dette, elle produit un bénéfice. Et donc, elle a aussi, on va dire, une particularité. C'est qu'elle développe un autre volet qui, jusque-là, n'était pas, on va dire, exploité. L'énergie solaire. Parce qu'il y a une capacité d'ensoleillement dans notre bassin. Et ce potentiel-là vient s'ajouter au potentiel hydroélectrique pour améliorer le mix énergétique à la disposition des sociétés d'électricité de nos États. Si je fais une estimation de ce que l'OMS, par son système, a permis aux États d'économiser en termes financiers, et ça sont des études qui l'ont prouvé, c'est plus de 1000 milliards de francs CFA, rien que pour l'électricité sur 18 ans. Et donc, vous voyez, c'est là la concrétisation, je pense, vraiment de l'objectif, de l'ambition qui était celle des pères fondateurs, celle des présidents qui sont aujourd'hui... Et surtout d'avoir un modèle de financement qui s'inscrive dans la durée. Tout à fait, tout à fait. Je crois que le pari peut être gagné parce que l'OMS est aujourd'hui une organisation crédible. Elle a, je pense, démontré que la gouvernance était... Ça aussi, c'est un modèle que vous
vous vantez le modèle de gouvernance de la CEDEAO. Aujourd'hui, vos programmes, les projets, comment est-ce que ce modèle-là est parvenu à être un exemple tel que vous le dites? Parce que ce modèle, il est basé sur, on va dire, des objectifs qui sont quantifiables. Et je vous ai parlé des objectifs en termes d'infrastructures qui sont atteints. Mais c'est surtout, le projet de l'OMVS, comme je l'ai dit, repose sur un socle juridique clair, mais avec une transparence qui permet à tous les acteurs d'être vraiment en phase avec l'ambition de faire des eaux du fleuve un levier de développement. Vous savez, le succès est au bout de l'effort. Et c'est un effort permanent de dialogue qui fait que les usages de l'eau, malgré leur multiplication, malgré tous les défis auxquels nous sommes confrontés, j'espère qu'on parlera du défi environnemental, il y a une concertation à chaque période, de 3 mois par exemple, au niveau de la Commission permanente des eaux, qui permet de savoir qu'est-ce que nous faisons de l'eau à travers les différentes infrastructures que nous avons. Quel est l'avis des usagers? Donc il y a un dialogue permanent qui permet, je pense, d'optimiser ce que nous faisons et qui donne, je pense, confiance aux partenaires. Que ce soit les partenaires techniques et financiers, comme on les appelle, ou aujourd'hui, et je m'en réjouis, de plus en plus l'implication des privés. Moi, j'ai fait organiser avec la SOGED, la Société de gestion du barrage de Diamant, la première foire agricole du Nord à Saint-Louis. Ce fut un succès retentissant. Pourquoi? Parce que l'afflux des exploitants de tous les horizons du bassin, ils sont venus de partout. Et c'était pour nous un pari de voir quelle serait leur réponse. Mais ils sont venus nous dire qu'ils attendaient de nous, justement... Ils veulent s'impliquer. Ils veulent s'impliquer, vous voyez? Et nous avons également, dans cette même direction, organisé le premier forum d'échange économique sur les opportunités du bassin. Et là également, on a une réponse extraordinaire. Donc les perspectives sont enfin, on peut imaginer l'avenir sous les meilleurs auspices pour vous, pour les populations, pour tous les bénéficiaires, en tout cas, de ces eaux du fleuve Sénégal. Absolument, parce que comme je vous l'ai dit, nous adossons à un socle juridique très fort. Très fort, oui. Et il y a les textes de base, les conventions qui régissent, on va dire, l'utilisation des eaux du fleuve, dont la charte des eaux. On a un arsenal juridique, j'allais dire, presque complet. Mais on a, je l'ai dit et je le répète chaque fois que je peux, on a plus que ça. On a une volonté politique des États. Oui. Votre président, notre président, le président du Sénégal, il est connu comme le chantre de l'hydrodiplomatie. C'est lui qui a porté au cœur des Nations Unies, lorsque le Sénégal assurait la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, la question de l'eau, pour que cette question soit dans l'agenda mondial. Et depuis, le concept de l'hydrodiplomatie, qui était un concept qui n'avait pas beaucoup de visibilité, mais aujourd'hui, c'est visible. Et je pense que c'est pourquoi tout le secteur de l'eau du monde se retrouve à Dakar. Parce qu'il y a aujourd'hui un leadership affirmé de l'Afrique. D'autant qu'eux, ils disent que la conférence de Dakar, là, le forum de Dakar, c'est le dernier avant la grande conférence des Nations Unies, où tout devrait être entériné. En 2023, ce succès du Sénégal est à l'avantage de l'Afrique, est à l'avantage de l'OMVS d'abord. Toute la visibilité que nous avons aujourd'hui, je l'ai dit, est construite à partir du modèle. Et ce modèle est construit, je vous l'ai dit, à partir du pacte de solidarité que nos pères ont scellé, mais que leurs successeurs ont, comment je vais dire, réaffirmé constamment. Ils ont tenu ce flambeau-là. On préservé. Justement, juste sur les enjeux environnementaux, là aussi, c'est pour vous, c'est important. On est rattrapé par le temps. Rapidement, un mot sur vos perspectives dans ce domaine-là. Il y a le changement climatique aujourd'hui qui menace partout. Si ce prix doit nous servir à quelque chose, c'est vraiment d'interpeller tous nos concitoyens du bassin sur l'urgence environnementale. Nous avons été instruits pour réaliser une étude environnementale vraiment de grande envergure, nous sommes là-dessus, mais surtout interpeller chaque citoyen du bassin sur sa responsabilité personnelle, sur la sauvegarde du fleuve, mais aussi sur la responsabilité collective des États. Les élus, tout le monde, parce que le fleuve est en danger. On le lit, je pense, certains pensent qu'on joue au catastrophisme, mais c'est la vérité. Quand vous allez sur la Falémé et que vous y voyez la destruction, l'agression par l'orpaillage anarchique, mais les aléas climatiques également affaiblissent aujourd'hui l'hydraulicité du fleuve. Tout ça fait que, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de condamner le cours d'eau. Il y a le massif du Fouta Djallon, d'où coule ce fleuve-là.
le massif au cœur duquel je faisais référence tout à l'heure, lorsque les chefs d'État s'y sont rendus pour créer l'ORS et plus tard l'OMVS qui est né de cette ORS, ce massif est en danger de déforestation. Il faut que chacun joue sa partition. C'est un appel que vous lancez à tout le monde finalement. Tout à fait. Décideurs, acteurs, population. Vous êtes à la tête de l'OMVS, c'est pour un mandat de 4 ans. Oui. C'est un mandat renouvelable une fois ou deux fois ou c'est un mandat renouvelable une fois, mais je crois que vous allez le plus important aujourd'hui, c'est ce que l'OMVS fait. Ce sont les équipes de l'OMVS. Moi, je ne les saluerai jamais assez. Parce qu'on voit le haut-commissaire, on voit moins derrière le système. C'est un système. L'OMVS, c'est la Soged de Diama qui est à Nouakchott. C'est la Sogenav qui s'occupera de la navigation qui est à Nouakchott. C'est la Sogem qui est à Bamako. C'est la CEMAF qui est dirigée par un de vos compatriotes, Dia, qui est à Manantali. C'est la SOGEO, dirigée par un de mes compatriotes qui est en Guinée, pour ancrer la Guinée dans l'OMVS. C'est ces ensembles-là, avec ceux qui travaillent au commissariat, ces hommes et ces femmes-là, ce sont eux qui, depuis 50 ans, dans une chaîne qui ne s'est jamais rompue, qui font que l'OMVS est devenu une référence mondiale. Vous leur rendez hommage ce soir? Je leur rendrai tout le temps hommage, comme je le fais, à la vision de nos pères. Merci. Et à cette vision renouvelée, réaffirmée par ceux qui les ont remplacés à la tête de nos États. Merci. Ça, c'est le cachet de l'OMVS et ce qui est reconnu mondialement. Merci beaucoup. Ahmed Diané Semega, haut commissaire de l'OMVS. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Merci.